Télé 50, simplement congolais. La maison civile du chef de l'État rejette les rumeurs faisant de Magui Mayela l'épouse du président de la République. Elle indique que la dame est totalement inconnue de la famille présidentielle et traverse une période de fragilité psychologique. Cette dernière prévient que les auteurs et diffuseurs de ces allégations s'exposent à des sanctions judiciaires. 15 ans de travaux forcés contre Constant Mutamba et Chansard Bolukola, dont l'affaire Frivao. Tel est les réquisitoires du ministère public qui reproche aux accusés le détournement de plusieurs sommes en dollars américains. L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement est attendu dans les prochains jours. Au moins 100 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'une mine d'or artisanale survenue dans l'ouest de la République centrafricaine. Le bilan encore provisoire fait état de nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants. Détail à la fin de ce journal. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. La maison civile du chef de l'État a formellement démenti mercredi soir les rumeurs attribuant à Madame Magui Mayela la qualité d'épouse du président de la République. Dans un communiqué rendu public, elle affirme que l'intéressé est totalement inconnu de la famille présidentielle et traverse actuellement une période de fragilité psychologique. La maison civile déplore la propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux et dans certains médias qu'elle qualifie d'atteinte à la dignité des institutions et à la vie privée du chef de l'État. Elle prévient que les auteurs, co-auteurs et diffuseurs de ces allégations mensongères s'exposent à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur en RDC. La présidence appelle par ailleurs la population et les médias à faire preuve de responsabilité et à vérifier l'information avant toute diffusion. En justice, le ministère public a requis 15 ans des travaux forcés contre Constant Mutamba et Chansard Bolukola dans l'affaire Frivao. Il reproche aux accusés les détournements de plusieurs sommes en dollars américains. D'autres fonds auraient même été alloués à l'établissement Tropique Architecture et à la reconstruction des mémoriaux. Poursuivis pour détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux, les deux prévenus sont accusés d'avoir dilapidé plusieurs millions de dollars américains du Frivao. Ces fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda a été créé suite à l'arrêt de la CIJ de 2005 pendant l'Ouganda pour indemniser les victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani et des autres conflits. Dans les détails de son réquisitoire, le ministère public a épinglé plusieurs décaissements jugés irréguliers. Selon le parquet, 14 millions de dollars auraient été virés à la société Congo Énergie, 2 millions de dollars à Global Assurance, 1,24 millions de dollars à Divo Sarel et 200 000 dollars à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Le parquet mentionne également de paiements effectués en faveur de l'établissement Tropique Architecture ainsi que des fonds alloués à la reconstruction des mémoriaux. Des dépenses que l'accusation estime sans rapport avec la mission sociale du Frivao. Au-delà des 15 ans des travaux forcés requis contre l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba et le coordonnateur du Frivao, Chansard Bolukola, ces dossiers relancent la douloureuse question de la réparation. Plus de 20 ans après la guerre des 6 jours, les victimes de Kisangani attendent toujours justice. Notons que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a mis l'affaire en délibéré. Le jugement est attendu dans les prochains jours. D'une actualité à l'autre, crise en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu et Justine Kassa-Vubu, présidente de la diaspora congolaise, se sont rencontrés mercredi à Bruxelles en Belgique, au cœur des échanges. Le rôle que peut jouer la diaspora face aux défis politiques, sécuritaires et socio-économiques du pays. Les deux personnalités ont insisté sur l'urgence d'un dialogue national inclusif afin de restaurer la cohésion nationale au pays. Nous parlons aujourd'hui du dialogue national inclusif et on ne peut pas faire ce dialogue national que nous qualifions d'inclusif
sans que Madame Justine Kasavubu soit au courant de ce qui se passe, que sans sa participation non plus. Donc, j'ai discuté avec elle des contours de ce dialogue, comment nous voyons le dialogue, nous sommes dans quel contexte au Congo aujourd'hui, pourquoi l'inclusivité, pourquoi elle doit être là à tout prix pour l'avenir de notre pays. Mais écoutez, les enjeux de l'heure imposaient que nous puissions nous rencontrer. Je me félicite d'avoir pu rencontrer le président Fayulu. Nous avons vraiment évoqué tous les sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, les esprits sont clairs et la ligne tracée est très très claire. Nous allons vers le dialogue inclusif et c'était vraiment notre souhait le plus cher. Et je crois aussi que la nécessité de l'intégrité territoriale de notre pays impose que nous soyons vraiment dans une cohésion globale, collective et surtout que nous puissions redéfinir le cadre de l'avenir de notre pays pour le bien-être de tous les Congolais. Et ce qui est clair et que l'opinion doit retenir, c'est que le dialogue existe déjà à notre niveau et que le souci d'une préparation d'un bon dialogue existe aussi et nous avons accordé nos violons et je pense que c'est tout le mérite aussi du président Fayulu d'avoir ouvert sa porte pour que nous puissions effectivement intégrer la vision de la diaspora congolaise à ces assises que nous attendons vraiment le plus tôt possible. L'Inspection générale des finances poursuit la vulgarisation de son plan triennal stratégique 2026-2028. C'est dans ces cadres qu'elle a organisé un séminaire ou qu'elle organise un séminaire à l'attention des responsables des administrations et services publics. Une occasion pour Christophe Bitasimoa de signifier ce que c'est sa nouvelle vision, à savoir les contrôles systématiques. La troisième édition du séminaire de vulgarisation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'Inspection générale des finances, plus de 200 responsables des administrations et services publics sont réunis au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa sur invitation de l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitasimoa Bahi. Vers un contrôle moderne, préventif et systémique pour la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics, c'est le thème de ces assises de 2 jours. Dans son mot d'ouverture, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Emmanuel Chibingu Senga, a mentionné l'objectif de ce séminaire. Donner aux participants ici rassemblés des repères, la philosophie, les objectifs, les méthodes et les résultats attendus sur le plan triennal 2026-2028. Avec sa révolution remarquable dans l'approche du contrôle des finances publiques, appelé contrôle systémique, l'Inspection générale des finances entend conduire les administrations et services publics à la mise en place des référentiels de contrôle interne dans chaque entreprise, à former leur équipe aux bonnes pratiques de gouvernance et à la digitalisation pour accroître les opérations en vue de réduire les contacts humains et les risques. C'est dans cette optique que se sont focalisés les intervenants de ce premier jour. Godefroy Misenga, secrétaire exécutif du COREF, Kojundukuma Ajay, professeur des universités, et Christophe Bitasimoa Bahi, inspecteur général des finances, chef de service. Le patron de l'IGF a mis en lumière l'apport du contrôle systémique dans la gouvernance et la performance des administrations et services publics. Qui veut comprendre les mécanismes financiers, qui veut maîtriser tout le flux financier qui circule dans le pays, mais aussi qui veut accompagner et contribuer à l'évolution des services publics. Des questions pertinentes ont été posées par des participants qui ont été suffisamment éclairés par les orateurs de cette première journée. En Provence, les gouverneurs du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki a reçu une mission du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba accompagné du programme de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. Les échanges ont porté sur la situation des combattants des forces nationales de libération du Burundi et la relance de leur processus de rapatriement.
Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a reçu ce 19 août une délégation du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, accompagnée de l'OIM et du PDDRCS. Cette mission, conduite par le général Doukou François Xavier, vise à évaluer la situation des combattants des FNL du Burundi présents au Sud Kivu et à examiner les conditions de relance de leur rapatriement. Le gouverneur a réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à accompagner ces processus en coordination avec les structures nationales et les partenaires internationaux. Je tiens d'abord à remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a activé tous ces mécanismes pour que la paix, la sécurité et la stabilité reviennent non seulement dans la partie est de la RDC, mais aussi et surtout dans l'ensemble de la sous-région. Donc nous sommes très ravis que cette équipe est venue nous rendre compte de ce qu'ils veulent faire en province, comment récupérer les armées, les éléments des FNL, c'est-à-dire Force nationale de libération, les éléments burundais qui sont cachés quelque part dans les montagnes ici, les identifier, les sélectionner et puis voir comment, avec l'appui de tous les acteurs, les restituer. Le général Doukou François Xavier explique que cette mission d'évaluation intervient après l'interruption d'un premier processus avec pour objectif d'examiner les conditions nécessaires à sa relance. De son côté, l'OIM salue l'engagement des autorités provinciales et réaffirme sa volonté de poursuivre la collaboration pour accompagner les processus. Cette démarche vise à contribuer au désarmement, à la démobilisation et au rapatriement des combattants étrangers pour renforcer la paix et la stabilité au Sud Kivu et dans la région des Grands Lacs. La lutte contre Ebola dans la province du Nord Kivu s'est intensifiée. L'autorité provinciale a renforcé les mesures des luttes. Le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo Kakule, a annoncé la pression sévère contre toute entrave aux équipes de riposte. Des cas d'attaque contre le personnel soignant seraient même signalés de plus dans les villages des Beni et Butembo. L'Ebola a commencé dans la province voisine de l'Ituri il y a quelques mois. Et puis, comme notre population, nos communautés circulent beaucoup dans cette région, malheureusement, nous avons été atteints aussi, ainsi que plusieurs autres provinces de la République, ce que nous déplorons, et même un pays voisin, à savoir l'Ouganda. Des efforts sont conjugués au niveau national par le gouvernement de la République pour lutter contre cette 17e épidémie d'Ebola. J'ai reçu ici au gouvernement moi-même plusieurs délégations, des humanitaires, des organisations internationales qui sont mobilisées à nos côtés et que malheureusement, jusqu'à ce jour, il y a une frange, généralement de la jeunesse, mal informée, manipulée, ainsi de suite, comme toujours, qui résiste à toutes les mesures que nous avons mises en place. Ils s'amusent avec Ebola. Ce n'est pas la première fois que les gens se comportent de cette manière-là. C'est que nous regrettons très fortement et que nous décourageons. Et j'ai instruit la police et l'armée qui sont avec moi que désormais tous les mouvements des ambulances, des véhicules, des interventions dans le cas d'Ebola soient escortés par des éléments armés, afin de dissuader. Et que les gens qui vont se comporter de cette manière, seront réprimés. Et ça, je vous l'ai dit, ils vont être sévèrement réprimés. Et là, je ne mâche pas mes mots. Ceux qui vont tenter de s'attaquer au personnel de santé, ceux qui vont s'entêter à continuer à se comporter de cette façon-là, vont être très sévèrement réprimés. Toujours en Provence, la population de Lomami, avec à sa tête le gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko, était dans les rues de la ville de Cabinda pour soutenir le président de la République et dire oui au changement de la Constitution. Retrouvons tous les détails dans cet élément. Ce mercredi 19 août 2026, les rues de la ville de Cabinda ont été pris d'assaut par une foule nombreuse. Une mobilisation incroyable organisé à l'initiative de l'Union sacrée de la nation en soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour porter le message du changement de la Constitution. Cette ville héroïque de Cabinda
est en marche pour soutenir les changements de cette constitution qui est devenue vétuste. Au cœur de cette incroyable mobilisation, le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, Kabinda m'a demandé, comme représentant du chef de l'État, comme président de l'Union sacrée, d'inviter tous et chacun de nous à marcher aujourd'hui pour renouveler tout notre soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire oui au changement de la Constitution. Et ce n'est pas la dernière occasion. Nous allons manifester jusqu'à ce que lui va nous écouter pour finalement changer cette Constitution. Nous restons toujours et encore demeurés derrière lui pour toutes les bonnes actions entreprises. La République entière qui est en chantier. Parti de la paroisse Sainte-Marie de Kajiba, cette marche a rassemblé députés et ministres provinciaux, militants des partis politiques, chefs coutumiers, acteurs de la société civile, bref, toute la population de la ville de Cabinda, dans un cortège qui a parcouru l'avenue Lumumba avant de converger vers le gouvernorat, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Patrick Ilolongoyi. Nous demandons au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas traîner les pas. Nous devons, dans un proche futur, arriver au changement de la Constitution. À Cabinda, cette mobilisation aura ainsi mêlé ferveur politique et revendication des réformes constitutionnelles sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août, la Fondation Calixte Mounana a réaffirmé son engagement en faveur des populations vulnérables, forte de 37 années d'action humanitaire. Elle a rendu hommage aux acteurs engagés sur le terrain et a salué leur dévouement, particulièrement auprès de communautés affectées par la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. 37 ans de la Fondation Calixte Mounana au service de l'humanité, une vocation, une mission, une constance. Créée le 25 janvier 1989 à Kipushi, la Fondation Calixte Mounana porte haut l'étendard de la solidarité et de l'assistance humanitaire. Depuis 37 ans, la Fondation Calixte Mounana œuvre sans relâche au service des communautés vulnérables, des familles éprouvées, des enfants en détresse, des personnes âgées et des malades chroniques. Cet engagement s'est consolidé au fil du temps grâce à des partenariats nationaux et internationaux avec lesquels la Fondation Calixte Mounana entretient une collaboration dynamique et continue visant à renforcer les actions de secours, de prévention et de résilience communautaire. Cette coopération reflète une vision partagée, protéger la vie, restaurer la dignité et soutenir les populations dans les moments les plus critiques. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana, rend hommage avec respect et recueillement à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie dans l'accomplissement de leur mission et exprime sa profonde gratitude envers les humanitaires qui, malgré les risques, les obstacles et les incertitudes, poursuivent inlassablement leur noble engagement au service de l'humanité en faveur de nos compatriotes en détresse, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Message signé Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana. Cri de détresse au Congo central depuis près d'une semaine. Le bac assurant la traversée du fleuve Congo à Luozi est à l'arrêt. Selon plusieurs sources ou les sources locales, cette panne paralyse la liaison entre les deux rives et affecte gravement les quotidiens des habitants ainsi que les activités socio-économiques du territoire. De nombreux véhicules restent immobilisés sur les berges et des cargaisons s'accumulent en attente de traversées. Plusieurs organisations de la société civile affirme avoir alerté à maintes reprises les autorités sans obtenir la solution. Nous y reviendrons. En dehors de nos frontières, au moins 100 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'une mine d'or artisanale survenue dans l'ouest de la République centrafricaine. Le bilan encore provisoire fait état de nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants. Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité dans les sites d'orpaillage très répandus et souvent exploités sans aucune norme dans le pays. Une
Une centaine de personnes ont trouvé la mort mardi 18 août dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale à Zamboye, dans l'ouest du pays, près de la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun. Le drame s'est produit aux alentours de 14 heures lorsque plusieurs galeries terraines se sont brusquement effondrées, envahissant de nombreux mineurs qui travaillaient sur les sites. Des blessés ont été évacués vers l'hôpital de Babouo alors que les équipes de secours poursuivaient les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ou victimes sous les décombres. Cet accident met en lumière les conditions dangereuses de l'exploitation minière artisanale, souvent pratiquée sans permis ni mesures de sécurité suffisantes. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'effondrement. Les autorités pointent notamment le risque lié à l'exploitation des sites miniers peu contrôlés dans un secteur où de nombreux travailleurs cherchent à gagner leur vie malgré les dangers. Ce nouvel accident met ainsi en évidence la nécessité d'un meilleur encadrement du secteur minier artisanal afin de concilier les activités économiques avec la protection de la vie des travailleurs. Ce journal touche à sa fin. Je vous rappelle ces trois principaux titres. La maison civile du chef de l'État rejette les rumeurs faisant de Magui Mayela l'épouse du président de la République. Elle indique que la dame est totalement inconnue de la famille présidentielle et traverse une période de fragilité psychologique. Cette dernière prévient que les auteurs et diffuseurs de ces allégations s'exposent à des sanctions judiciaires. 15 ans de travaux forcés contre Constant Moutamba et Chansarbo Lukola dans l'affaire Frivao. Tel est le réquisitoire du ministère public qui reproche aux accusés les détournements de plusieurs sommes en dollars américains. L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement est attendu dans les prochains jours. Au moins 100 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'une mine d'or artisanale survenue dans l'ouest de la République centrafricaine. Le bilan encore provisoire fait état de nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants. Place à la deuxième et dernière partie de ce journal. Restez avec nous. Et pour cette chronique revue de presse, je retrouve comme hier Nathan Diamoité. Bonjour et bienvenue. Bonjour héritier, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Affaire Frivao, 15 ans de prison requis contre Constant Moutamba. Exactement, héritier Tambour, un autre coup de tonnerre qui frappe l'ancien garde de Sceaux. L'information est à la une de tous les journaux parus ce matin. La presse en ligne Ouragan entre en lice et titre juste à sa une, tel que vous êtes en train de le lire. 15 ans des travaux forcés requis contre Moutamba et son co-accusé. Le portail fait savoir à héritier qu'au cœur de l'accusation figurent plusieurs opérations financières que le parquet considère comme constitutives d'un détournement des fonds publics en participation criminelle directe. Parmi le montant cité figure notamment 14 millions de dollars américains attribués à Congo Energy, 200 000 dollars destinés à l'Assemblée provinciale de la Chopo, 2 millions de dollars versés à Global Assurance et 1,24 million de dollars affectés à Divo SRL. Outre le 15 ans de travaux forcés, précise cette fois le journal La Tempête des Tropiques. Le parquet requiert contre chacun de deux prévenus 5 ans d'interdiction de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine, ainsi que l'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou parapubliques. Le journal Info 27 de son côté souligne que constitué partie civile dans cette procédure, l'État congolais a également demandé la restitution de sommes que l'accusation considère comme ayant été irrégulièrement décaissées ou détournées dans les cadres de la gestion de ce fonds. Pour ce média, la demande des restitutions vise ainsi à permettre à l'État de récupérer le fonds dont l'utilisation serait reconnue irrégulière par la juridiction. Le potentiel souligne pour sa part que cette réquisition intervient après l'examen des éléments du dossier et marque une nouvelle phase
importante de la procédure judiciaire. Les parties disposent désormais de la possibilité de développer leurs arguments sur les faits reprochés aux prévenus, les éléments de preuve ainsi que les éventuelles conséquences pénales et civiles. Constant Mutamba conteste d'ailleurs ces accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive. Le média en ligne Une.cd informe quant à lui que Constant Mutamba n'a pas pris part à cette audience depuis qu'il avait claqué la porte. Vous en souvenez, Héritier Tombo à la Cour des cassations. C'était en juillet dernier et rappelle en même temps que l'ancien ministre de la Justice risque ainsi de voir son séjour derrière le barreau être prolongé puisqu'il a déjà été condamné à 3 ans des travaux forcés en septembre 2025. On prend votre dernier sujet, Nathan. Fake news. La présidence de la République dément tout lien avec Magui Maïla. Exactement, Héritier Tamboy. Il avait fallu en tout cas attendre le coucher de soleil pour voir les démentis de la maison civile du chef de l'État sur cette vidéo, d'ailleurs devenue virale, où l'on aperçoit une femme présentant comme la 3e épouse de Félix Tshisekedi. La presse en ligne Congo Profond qui note que face justement à la propagation de cette vidéo tout au long de la journée d'hier, la maison civile du chef de l'État dément catégoriquement les déclarations de la femme. Elle affirme que Magui Maïla est, je cite, totalement inconnue de la famille présidentielle et qu'elle n'aurait jamais entretenu de lien avec le président de la République, ni dans le passé, ni actuellement. La communication de la maison civile Héritier Ntambwa va encore plus loin en rapportant justement par la presse en ligne Tropique Info, en indiquant que selon des renseignements qu'elle dit avoir obtenu auprès de l'entourage familial de Magui Maïla, celle-ci traverserait une période de fragilité psychologique. Cette affirmation émanant de la présidence doit toutefois être présentée comme telle, sans pouvoir n'être établi indépendamment ni servir à tirer des conclusions sur l'état de santé de l'intéressé. Pour clore ce tour d'horizon dans cette revue de presse, étoilenews.net prévient qu'au-delà du démenti, la présidence met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles, selon elle, de porter atteinte à l'honneur et à la réputation du président de la République Félix Tshisekedi et de sa famille. Elle rappelle que les auteurs et diffuseurs de telles allégations peuvent s'exposer aux sanctions judiciaires prévues par les lois de la République. Et c'est tout pour aujourd'hui, on n'a pas OS.cd. Malheureusement, Héritier Tomboy, très prochainement. Merci beaucoup Nathan Diamouité, fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.